Ce programme vous est présenté par l'ANEP. Ce programme vous est présenté par RA. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme. Bonsoir et bienvenue dans la grande émission, un numéro tourné ce soir vers l'avenir et notamment en matière d'énergie avec la tenue à Alger du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Plongez avec nous au cœur des enjeux, des politiques et des tendances qui façonnent l'avenir du gaz à échelle mondiale. La grande émission, c'est maintenant. Moustapha Mekidesh est notre invité pour cette première partie d'émission. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous. Alors vous êtes expert international en énergie, ex-directeur général de l'entreprise nationale d'engineering pétrolier. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Karim Zeribi est également avec nous ce soir. Bonsoir Karim. Bonsoir Noël. Merci d'être des nôtres. Et puis je serai bien évidemment accompagné de mes chroniqueurs comme à l'accoutumée, Karim et Narimen. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Voilà, donc l'actualité du moment est bien évidemment marquée par la tenue, je le disais en intro, du 7e sommet des chefs d'État et du gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Mais le monde n'a pas arrêté de tourner et on en parle tout de suite, c'est dans l'actu à la une. Emmanuel Macron évoque toutes les initiatives possibles pour empêcher la victoire de Vladimir Poutine en Ukraine, y compris à terme et s'il le faut, l'envoi de troupes au sol. Alors ce qui pourrait donc vouloir dire une guerre franco-russe, Karim. En effet, Emmanuel Macron s'en va en guerre contre la Russie. Qui plus est, c'est en tout cas le ton impulsé, voire martial, qui a été entonné lors de la conférence internationale à Paris pour l'Ukraine. C'était ce lundi où 27 chefs d'État européens ont été conviés. Et pour nous imprégner de l'ambiance justement de cette réunion, je vous laisse découvrir les propos du président français Emmanuel Macron. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. En effet, la contre-offensive ukrainienne n'a pas eu les résultats escomptés. Les Européens s'inquiètent des soldats ukrainiens bien en mal face à une armée russe. Quant aux propos de Macron, il évoque une ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que le scénario du déploiement des troupes n'est pas inenvisageable. Des propos, bien entendu, qui enclenchent des réactions au niveau européen. Le premier alias cabré n'est autre que le chancelier allemand Olaf Scholz, qui le dit, des troupes européennes ou otaniennes au sol. Il n'en a jamais été question. L'actuel secrétaire de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a précisé dans la foulée qu'il n'y a aucun projet d'envoi de troupes au combat en Ukraine. Les réactions, bien entendu, sont pléthores. Londres, Rome, Athènes, Budapest, Stockholm. Je ne vais pas faire toute la liste puisqu'elle est quand même assez longue. Joe Biden, lui, le président américain, dès le départ, a insisté qu'il n'y aurait pas de guerre ouverte face à la Russie. C'est une chose d'envoyer de l'aide militaire ou financière à l'Ukraine. C'est une autre d'être dans la co-belligérance. Macron désavoué, embarrassant même ses militaires, voire même des membres de son gouvernement, comme son ministre des armées, Sébastien Lecornu, qui est obligé de réajuster le tir. Vladimir Poutine, de son côté, lui, on se rappelle, on avait parlé de son interview face à Tucker Carlson, qui le dit, des envois de troupes occidentales au sol ne seraient que le prélude d'une troisième guerre mondiale. Et à ce moment-là, il n'y aurait aucun vainqueur. Alors Macron est-il isolé avec ce type de déclaration ou au contraire porte-t-il la voix de quelques néoconservateurs français? On regarde. Oui, je suis favorable à cela. À des mais troupes comment, au sol, je ne sais à pas. des troupes au sol. À des troupes qui défendraient fermement, oui, les troupes au sol, peut-être à la frontière, mais montrer que nous sommes
prêt à défendre cette démocratie naissante, cette démocratie affirmée, et en temps de guerre, c'est encore plus difficile. Oui, je pense que c'est pas facile à dire, hein. Alors Karim Zeribi, la France, c'est 3200 milliards de dettes, 11 millions de pauvres, avec une crise quand même aggravante avec les agriculteurs. Le Canard enchaîné, il y a 3 semaines, disait que la France avait une capacité de munitions très limitée en cas de conflit armé. Et pourtant, le président français évoque un des scénarios plausibles d'une guerre avec la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Emmanuel Macron a provoqué la stupeur dans l'opinion française et l'embarras auprès de ses soutiens, de ses premiers soutiens. Et ça s'explique, la stupeur, parce que les Français n'ont jamais pensé et estimé possible que la France rentre en guerre avec la Russie. S'il y a eu une condamnation unanime des pays de l'Union européenne sur l'annexion de la Russie en Ukraine, ils prétendaient tous que nous n'étions pas en guerre avec la Russie et qu'apporter une aide à l'Ukraine ne signifiait pas justement d'être en guerre avec la Russie. Là, le président de la République a franchi un pas. Il parle de troupes au sol, c'est pas rien. Donc, et lorsqu'il a évoqué cela, tout de suite, au sein de la nation française, il y a eu l'opinion, d'abord les citoyens qui se sont dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive à notre président de la République ?» Et il nous disait depuis des mois et des mois que nous n'étions pas en guerre, et puis là, il nous propose de rentrer en guerre sans débat au Parlement. Je veux dire, donc, sans qu'il y ait quelques débats que ce soit en France. Et tout de suite derrière, il y a eu, je dirais, une opinion à la fois européenne et des gouvernements européens qui se sont prononcés contre les propos du président de la République, qui a été désavoué, vous l'avez dit, par le chancelier, mais pas que par le chancelier allemand, mais par tous les présidents de l'Union européenne. Donc, du coup, on s'est dit, mais est-ce qu'il a improvisé cette parole ? Et donc, un débat s'en est suivi en France sur l'incapacité de la France, si demain cette probabilité s'avérait, je dirais, possible, de pouvoir assumer les propos du président. Tous les généraux qui sont passés sur les plateaux télé en France ont dit « nous avons les hommes, mais nous n'avons pas les munitions ». Donc, c'est une parole qui est quelque peu, je dirais, un peu désinvolte du président de la République, qui n'est pas pensée et qui nous met dans une situation très délicate. La France a suffisamment de problèmes pour ne pas s'en créer d'autres, plus lourds sur le plan géopolitique, avec Vladimir Poutine. Mustafa Mekidesh, l'Union européenne et les États-Unis ont opté pour une stratégie de sanctions maximales envers Moscou. Mais 2 ans après le début du conflit en Ukraine, on le voit bien, Moscou, l'économie russe a l'air de très bien se porter finalement. Oui, ça a été bien indiqué lors de l'interview accordée au reporter américain par Vladimir Poutine lui-même, lorsqu'il cite les chiffres du PIB russe. Et on s'aperçoit que finalement, ces sanctions ont eu un effet inverse sur le plan économique et financier, puisque le taux de croissance de l'économie russe a progressé beaucoup plus que les années précédentes. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on compte sur ses propres forces, on est moins externalisé et que par conséquent, on libère des capacités productives plus grandes. C'est ce qui s'est passé. Et cette tendance, d'ailleurs, se maintient dans l'économie russe, sachant que par ailleurs, le renversement d'alliances, notamment le renversement des flux commerciaux de l'Europe vers l'Asie, a commencé de façon concrète et est en train de s'élargir. Vous voyez bien donc le projet de gazoduc qui va aller donc vers la Chine et qui est en cours de construction va permettre, si vous voulez, de remplacer les quantités de gaz qui passaient par le Nord Stream 2 et qui allaient non seulement vers l'Allemagne mais aussi vers l'Europe. Et ça constitue un élément de réponse. Ce qui fait que, finalement, le processus de sanction qui a été opéré par l'Union européenne pour pouvoir, si vous voulez, diminuer les capacités de résistance et donc les capacités de prolonger la guerre par l'économie russe, n'a pas donné ses fruits, et au contraire a produit un effet inverse. Ça, donc, il faudrait qu'ils en tirent les leçons et aller vers un processus de paix plus apaisant pour tout le monde. Karim Zeribi ? Non, mais d'autant que la position du président de la République, elle a surpris nos partenaires européens. Jamais l'Europe n'a daigné rentrer en guerre avec la Russie. Il y a eu un embargo, effectivement, sur le plan économique,
qui n'a pas porté ses fruits, ça vient d'être dit, puisque la Russie affiche des indicateurs économiques meilleurs en 2023 et en ce début d'année 2024 qu'en 2021, donc avant le conflit. Ils ont trouvé d'autres partenaires, ils se sont mis à produire donc russes. Donc je dirais que le transfert s'est effectué. Et puis ensuite, moi ce qui me choque, c'est le deux poids deux mesures d'Emmanuel Macron. Je veux dire, Emmanuel Macron est prêt à déclencher la guerre avec la Russie, qui est une puissance nucléaire, qui n'a pas attaqué la France en tant que telle, mais face à Israël, qui éradique le peuple palestinien et qui poursuit ses massacres. Alors là, on est très timide. Pour le coup, il n'y a même pas d'embargo économique. Donc on continue les échanges. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On a même livré des armes donc pour massacrer les Palestiniens. Et les États-Unis continuent de le faire. Et quand l'Algérie porte une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, 14 pays votent en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, sauf les États-Unis, donc qui avalisent. Et d'ailleurs, sur le conflit russo-ukrainien, donc les États-Unis se retirent petit à petit et laissent les Européens donc se dépatouiller tout seuls. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'Europe politique. Il n'y a pas d'Europe des affaires étrangères, il n'y a pas d'Europe de la défense. Cette Europe, c'est une forme de copropriété de nations, donc qui joue de ses intérêts personnels dans le jeu géopolitique qui met l'économie en prédominance des relations. C'est l'économie qui règne aujourd'hui sur les relations géopolitiques. C'est pas l'humain, c'est pas les droits de l'homme. Tout ça, c'est de l'affichage. En réalité, c'est le business qui guide le monde et les rapports géopolitiques. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, on a une France qui va mal sur le plan économique, qui a perdu sa puissance sur le plan militaire, un président de la République qui semble quand même déboussolé. Et il y a eu quand même cette réaction aussi, pardon, excusez-moi, monsieur Menkidash, il y a eu aussi cette réaction du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Alors Josep Borrell, effectivement, qui a marqué son désaccord avec Ursula von der Leyen, donc la commissaire européenne, qui, elle, apporte un soutien conditionnel à Israël, et Josep Borrell, lui, qui attaque, mais je dirais avec une volonté de justice, le gouvernement de Netanyahou d'extrême droite, en disant que c'était scandaleux, qu'il fallait un cessez-le-feu immédiat. Et donc on voit bien là la dissonance au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas de ligne. Je veux dire, donc ça part dans tous les sens. Ce continent, quelque part, ne sait plus, je dirais, que porte et qu'incarne cette civilisation donc occidentale. Donc, elle est à volo, on est dans une fin de cycle, elle ne porte plus rien en matière de principe, cette civilisation. Encore une fois, pour moi, ce ne sont que des enjeux de business qui règnent aujourd'hui dans les rapports géopolitiques. Oui, je voulais ajouter juste à ce qui vient d'être dit, le fait qu'il n'y ait pas encore une unification des politiques énergétiques réelles. Quand vous voyez par exemple l'Allemagne qui est sortie de l'électronucléaire et donc depuis Fukushima, donc là, ce qui s'est passé au Japon, donc a un autre, si vous voulez, une autre démarche énergétique que celle de la France, qui elle, en revanche, a vocation à se consolider dans l'électronucléaire. Ça, c'est un exemple. Et que par conséquent, donc, si vous voulez, donc la création, y compris d'un marché énergétique européen unifié, et notamment si vous voulez, d'un marché électrique unifié, pose encore des problèmes. Ça signifie quoi? Ça signifie que finalement que les paradigmes nationaux sur le plan de l'engineering, sur le plan de l'énergie, sont différents d'un pays à un autre. Il y a une difficulté donc réelle à pouvoir unifier les choses de ce point de vue-là. Ouais, juste effectivement par rapport à ce que vient d'être dit, je ne veux pas être long du tout. Pendant la crise de la Covid, on a vu qu'il n'y avait pas d'Europe, je dirais, de la santé, de la recherche. Donc l'Europe, ça partait dans tous les sens. L'Europe se volait même des masques sur les tarmacs entre pays de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces anecdotes-là. Il n'y a pas d'Europe de la défense, on l'a dit. Il n'y a pas d'Europe de l'énergie. Cela vient d'être dit très justement. Chaque pays a mené sa politique. Donc le charbon était encore de rigueur dans la politique énergétique allemande, alors qu'on statuait par ailleurs pour des énergies vertes sur d'autres pays de l'Union européenne. Donc, ce continent n'a aucune cohérence. C'est très inquiétant parce que le monde se reconstitue, les rapports de force se remodèlent, se recomposent, et on voit une Union européenne qui part dans tous les sens. Je veux dire, au gré de la parole d'un chef d'État d'un des pays de l'Union européenne ou d'un des commissaires, parce que là on l'a mis en avant, Josep Borrell est chargé d'affaires étrangères, Ursula von der Leyen a une approche plus transversale. Ils ne sont d'accord sur rien. Est-ce que vous croyez à un Frexit ? Est-ce que ça vous parle? Un Brexit? Oui. Je pense que ça n'est pas possible au moment où nous parlons, parce qu'en fait, les artisans de l'Union européenne ont créé une dépendance à l'Union européenne.
donc, qui rend très difficile la sortie de l'Union européenne. Donc il y a une forme de dépendance qui n'est pas toujours positive, mais qui est là et avec laquelle il faut faire avec. Souvenez-vous, Meloni, qui est arrivée à la tête du pouvoir en Italie, qui était pour une sortie de l'Union européenne. Et puis tout de suite, donc, ils ont posé des marqueurs. Et ils ont mis l'Italie dans une situation inextricable si jamais elle envisageait la sortie de l'Union européenne. Ils ont créé une Europe dépendance qui aujourd'hui ne permet pas de sortir, mais qui en même temps ne répond pas aux aspirations des peuples de l'Union européenne. Très bien, Karim Zeribi. Deuxième actualité, la fin du dollar américain. Eh bien, ce n'est pas pour demain. Alors, la Russie et la Chine viennent de cesser l'utilisation du dollar américain dans leurs transactions commerciales. Le dollar américain en passe d'être renversé face à l'alliance, par exemple, des BRICS, dit-on. C'est vrai que les BRICS sont à la pointe d'un mouvement de dédollarisation, tant économique que politique. Également, cette semaine, un rapport de la Scotiabank, une des plus importantes institutions financières canadiennes, prévoit une chute du dollar prochainement. Le débat de la fin du dollar est récurrent. Alors, comment se porte justement la monnaie américaine? Eh bien, il faut le dire, le roi dollar compte bien conserver encore un tout petit peu son trône d'ici encore quelques années. Sa domination sur les marchés des devises en 2023 est réelle. En somme, ça reste la monnaie la plus demandée et la plus facilement disponible. Présentement, la dédollarisation, il faut le dire, est une vue de l'esprit. Pour l'année écoulée, par exemple, ce sont 7 500 milliards de dollars de transactions jour sur les marchés des monnaies. La part du dollar dans les volumes quotidiens pour l'année 2023 s'est renforcée de 45%. La City de Londres, qui est le cœur de la finance mondiale. Le crépuscule du dollar n'est pas inscrit dans l'immédiat. La surface du dollar est tellement étendue que n'importe quel pays peut se refinancer très rapidement, car le billet vert, au-delà de l'économique, est d'abord un vecteur de sécurité, une culture, voire même un attrait psychologique. Mais vous me direz, comment expliquer la domination du dollar? Eh bien, un des facteurs, pas le seul naturellement, la guerre. Pourquoi croyez-vous que les États-Unis ont intervenu environ 300 fois durant ce siècle? Le dollar est la monnaie de la guerre par excellence, du financement de la guerre. 50 conflits armés actuels, disait la dernière fois Pierre Conessa. Au cours de l'histoire également, cela se vérifie. Deuxième guerre mondiale, la guerre au Vietnam, la guerre du Golfe, la crise pétrolière de 1973, la cause des gosses. Sanctuariser le dollar. Le dollar progresse lors des crises géopolitiques, mais même une guerre où les Américains ne sont pas impliqués directement, les grandes banques américaines perçoivent une forte commission à cause de la demande du dollar quand les autres monnaies s'enrhument, par exemple. Alors, dernier exemple en date, la guerre russo-ukrainienne, le dollar a pris plus 13% en atteignant son taux le plus haut de ces 30 dernières années. Alors, Monsieur Mekidesh, apparemment, la fin du dollar, c'est pas pour demain. Oui, ce n'est pas pour demain, c'est un processus long, donc qui va suivre, si vous voulez, les évolutions des économies qui émergent et qui prennent de la place, et donc leurs échanges. Mais je pense que, si vous voulez, moi je veux dater, si vous voulez, cette dédollarisation, un concept qui est né de ce processus depuis Nixon, les années Nixon. Vous savez que Nixon avait donc... initialement, le dollar était garanti par l'or, exactement, par les encaisses d'or de la Banque centrale américaine, de la Fed. Et depuis, donc, Nixon a dit donc plus rien, donc c'est-à-dire que finalement c'est la liberté, c'est-à-dire que le dollar n'est plus garanti. Le dollar n'est plus garanti, et puis les États-Unis peuvent, avec la planche à billets, si vous voulez, émettre autant de dollars qu'ils le souhaitent, en fonction des besoins de leur économie pour financer à crédit leur. Donc c'est de là qu'il faut partir, à mon avis, comme étant historiquement sur le plan économique, si vous voulez, la naissance de la remise en cause du dollar qui, lui, était avant ça et qui demeure et qui a maintenu sa structure forte parce que les échanges dans le domaine du pétrole et de l'énergie de façon générale étaient libellés en dollars. Et donc ça signifie que toutes les transactions pétrolières dans le monde passaient donc par le biais des banques américaines et que par conséquent ça donnait une puissance structurelle à cette monnaie-là. Donc, et ça, maintenant, ça commence à changer, puisque il y a des ventes de pétrole brut et de gaz libellés en roubles d'abord, et puis ensuite en monnaie chinoise, et puis ensuite qui touchent donc les échanges importants qui est donc entre la Chine et la Russie. Mais également
le cœur, si vous voulez, du réacteur en matière, si vous voulez, de dollars, de dollarisation des échanges pétroliers est en train d'être touché, puisque les pays du Golfe maintenant, donc finalement, commercialisent une partie de leur pétrole, avec la Chine en particulier, mais aussi avec l'Inde, qui devient un grand consommateur, et que la Russie a accepté, par exemple, de payer en roupies, de devoir payer en roupies, et également donc en monnaie, et l'Arabie Saoudite d'être payée en monnaie locale, chinoise. Donc, et ça c'est un changement. Deuxième élément, c'est la création de la banque des BRICS, la banque de Shanghai, qui va asseoir, si vous voulez, ses investissements au profit des pays membres, mais pas seulement, dans une autre monnaie que le dollar. Et ça témoigne d'un changement qui va probablement, qui ne va pas se faire du jour au lendemain, mais qui est une tendance lourde en matière monétaire sur le plan international. Il y a aussi le Brésil et la Chine qui commercent en réal et en yuan. Mais à l'inverse, il y a aussi, si vous voulez, avec donc l'extrême droite qui vient au pouvoir en Argentine, donc le fait de vouloir dollariser complètement l'économie nationale contre toute... et ça, c'est une vue de l'esprit, donc. Très bien, merci Moustapha Mekidesh. C'est la fin donc de cette première partie d'Actu à la Une. On se retrouve tout de suite pour le débat. Et ce débat, on le consacre ce soir au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Depuis sa fondation en 2001, le GECF est devenu une plateforme énergétique mondiale qui réunit donc les principaux acteurs de l'industrie gazière. Et on va justement essayer ce soir, en compagnie de Moustapha Mekidesh et de Karim Zeribi, de comprendre l'influence de ce forum sur le marché mondial du gaz. Mais tout d'abord, direction le Centre international des conférences Abdellatif Rahal, où l'on retrouve notre envoyé spécial Kherdine Batache. Bonsoir Kherdine. Alors Kherdine, quels sont les enjeux de ce forum à la veille donc de la réunion des chefs d'État et de gouvernement qui devra, on le rappelle, entériner la déclaration d'Alger? Bonsoir Nouhed, bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs d'Al24 News. À l'heure où je vous parle, l'ambiance est plutôt au calme ici au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger. Ce bel écrin qui abrite depuis donc 2 jours le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, dit GECF. Un événement important, crucial. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts pour l'avenir du gaz, cette ressource énergétique qui s'impose aujourd'hui comme un tremplin vers une transition énergétique devenue inéluctable au vu des enjeux climatiques. Avant tout, ici à Alger, donc, le conclave entre les pays membres a lieu depuis hier, où l'on a pu assister donc à la réunion des experts de haut niveau qui ont planché justement sur le document cadre qui permettra aux chefs d'État et de gouvernement du GECF donc de travailler sur la déclaration d'Alger, document qui naîtra de ce 7e sommet aux enjeux, au demeurant bien clair. D'abord, faire installer le gaz comme une source énergétique propre et qui aura une place importante, prépondérante dans le mix énergétique à hauteur 2050. Deuxièmement, se pencher sur la situation du marché entre à la fois pays producteurs, exportateurs d'une part et pays consommateurs d'autre part. La nature des contrats, des prix, la fluctuation des prix à laquelle le secteur assiste depuis 2022 et l'émergence donc de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Troisièmement, installer un dialogue permanent entre les pays producteurs et consommateurs de manière à pouvoir se concerter sur l'avenir du gaz naturel. Donc 3 grands enjeux auxquels on peut ajouter les investissements qui les prendra en charge
à l'avenir, de quelle manière, des investissements plutôt lourds et les experts qui sont à votre table peuvent vous le confirmer. Enfin, il y a aussi la place qui est en train de prendre le continent africain au sein de ce conclave, donc le Forum des pays exportateurs de gaz. À l'heure où je vous parle et après l'adhésion de la Mauritanie en tant que membre permanent et du Sénégal en tant que membre observateur, 9 pays africains font partie du GECF. Le continent africain devient donc le continent le mieux représenté au sein de ce forum. Merci Khaireddine Battach. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial au Centre international des conférences Abdellatif Rahal. Monsieur Mekidash, quel est l'enjeu principal justement de ce GECF, donc on le rappelle, qui est à son 7e sommet? Je rappelle donc le texte fondateur de ce forum, c'est la défense des intérêts souverains des pays producteurs, potentiellement exportateurs de gaz naturel. Et ça, la défense des intérêts souverains, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir non seulement, si vous voulez, accroître les solidarités et les instruments, mettre en place les instruments nationaux et même internationaux pour pouvoir valoriser la ressource et non pas la voir se déclasser. C'est-à-dire, on voit par exemple que les pays consommateurs, de ce point de vue-là, ont tendance, si vous voulez, à considérer le gaz naturel comme n'étant pas une énergie propre et que par conséquent donc interdire à leurs opérateurs nationaux d'investir. Donc ça a été dit par certaines institutions internationales d'énergie et ça c'est un effet d'éviction sur la mise en valeur de cette ressource dont par ailleurs le monde a besoin. Mais d'un point de vue, si vous voulez, tactique, les pays consommateurs utilisent cet argument pour pouvoir peser sur les prix vers la baisse. Ça, c'est un premier élément. Donc, le deuxième élément, c'est le fait que donc on puisse, d'un autre côté, dans cette institution, si vous voulez, créer un effet de synergie entre les pays qui sont déjà installés dans l'industrie, historiquement dans l'industrie gazière, tels que mon pays, l'Algérie, qui a été l'un des précurseurs et même des pionniers en matière de gaz, sous forme GNL ou sous forme de gazoduc. Et il y a maintenant de nouveaux intrants, notamment en Afrique, mon continent, qui a besoin d'énergie, qui est le continent le moins électrifié par rapport aux autres, et qui aura besoin de cette énergie avec de nouveaux intrants en Afrique de l'Est, le Mozambique donc, en particulier, et d'autres pays, mais également en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mauritanie et d'autres pays, je ne parle pas du Nigeria qui est déjà... Et ces pays-là ont besoin, si vous voulez, d'être adossés avec donc, des pays pour créer donc, une solidarité commune pour à la fois promouvoir et défendre leurs intérêts dans le processus de commercialisation de ce gaz naturel qui va aller donc, vers les pays consommateurs en matière, donc, y compris d'indexation de ce gaz naturel. D'ailleurs, on le sait, le gaz est le composant principal de ce nouveau mix énergétique pour essayer de sortir du pétrole. D'ailleurs, on a des chiffres. La production mondiale de gaz a atteint 4 051 milliards de mètres cubes en 2023, selon le rapport mensuel du Forum des pays exportateurs de gaz, indiquant que les membres du Forum ont fourni plus de 40% de cette production, tandis que la production des pays non membres avoisinait les 60% de la production mondiale les États-Unis d'Amérique. Voilà, essentiellement les États-Unis d'Amérique. Les pays du GECF représentent aujourd'hui 70% des réserves mondiales confirmées de gaz et 47% des exportations par pipeline, ainsi que de plus de la moitié des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Autre chiffre, l'Europe a importé 13,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel par pipeline en janvier dernier, soit une hausse de 7% sur une base annuelle. La Norvège était le principal fournisseur de gaz naturel par pipeline à l'Union européenne en janvier 2024 avec 58% des importations globales, suivi par la Russie avec 18% et par l'Algérie aussi avec 16%. En ce qui concerne le gaz naturel liquéfié, les États-Unis, le Qatar et l'Australie ont occupé la tête du classement des pays exportateurs. À noter que le GNL est aussi un pan essentiel de l'industrie gazière sur lequel l'Algérie compte miser. Le pays a d'ailleurs été au premier rang des exportateurs de gaz vers l'Europe en janvier 2024 avec une part de 30,9% en Espagne.
On va en parler tout à l'heure, Nohad. Karim Zeribi, Nariman vient d'évoquer le cas de l'Algérie. On reste sur l'Algérie, justement. Le pays est à l'avant-garde des initiatives donc, inhérentes à l'industrie du gaz. L'Algérie est le premier pays à avoir exporté le gaz liquéfié depuis le complexe industriel de liquéfaction du gaz naturel d'Arzew, ce qui l'érige donc en pays pionnier, justement, dans cette industrie. Vous pensez que le savoir-faire algérien peut peser de tout son poids lors de ce forum ? À l'évidence, le savoir-faire, l'approche scientifique, les réserves aussi disponibles et l'approche qu'on peut avoir sur cette énergie. Pour moi, on est loin de voir, je dirais, épuiser cette énergie contrairement au pétrole. Je pense que le gaz a encore de l'avenir. Oui, justement, vous faites bien de le dire parce qu'il y a eu un rétropédalage du G7 à Sapporo, au Japon, l'année dernière, puisqu'il dit, bon, dans le cas, et je cite, on peut considérer que les investissements dans le gaz naturel, si nécessaire, s'il y a des tensions sur le marché, on les autorise. Alors que précédemment, donc, la position était de dire pas d'investissement dans les hydrocarbures, y compris pour le gaz naturel. Cette position a été atténuée depuis un certain temps parce qu'on s'aperçoit à l'évidence qu'on ne peut pas prendre ses désirs pour des réalités. Ce n'est pas parce qu'on veut une transition énergétique plus rapide qu'elle va se faire. On a vu l'Allemagne revenir au charbon pour pouvoir compenser le gaz qu'elle n'a plus. On a bien vu la Grande-Bretagne donc aller vers autoriser, le Premier ministre anglais a autorisé donc les permis de forage en eau profonde en mer du Nord parce qu'il y avait une nécessité de revenir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le statut du gaz naturel doit être acté comme étant une ressource qui sera là durant de longues décennies encore, jusqu'à 2050. Au moins. Et elle représentera au moins le quart des besoins. Alors donc, il faut en tirer toutes les conséquences et qu'il y ait un co-investissement de la part des pays qui sont consommateurs pour mettre la main à la poche parce que c'est des investissements extrêmement capitalistiques. Mais les investisseurs sont confiants puisqu'ils regardent la Chine. Ils disent que la Chine va s'accaparer toute la demande mondiale. Non, la Chine, elle a pour le moment, elle a un basket énergétique, un mix énergétique où il y a le charbon, il y a les énergies renouvelables où elle est le champion et également le gaz naturel et le pétrole. Donc, elle a donc pour le moment, on s'aperçoit donc que c'est une énergie qui est, je parle du gaz naturel, qui va être demandée donc manifestement. Donc, et l'appel à l'Algérie, donc juste après donc la guerre d'Ukraine, donc de donner des capacités supplémentaires au marché européen, elle a été présente. Pourquoi ? Parce que donc il fallait couvrir des parts de marché qui ont été abandonnées ou qui n'étaient pas donc, si vous voulez, approvisionnées. Karim Zeribi, vous rejoignez les propos de M. Mekidesh. Pensez-vous qu'on peut s'attendre à des décisions importantes demain ? Il y a un mot qui a été utilisé qui me semble important, c'est le mixte énergétique. Donc je préfère ce terme à une vision qui serait celle d'une transition totale, qui de mon point de vue n'est pas réaliste et pas envisageable. D'abord parce que la transition, elle est aussi consommatrice de méfaits sur le plan écologique. N'oublions pas de le rappeler, de le signifier. Quand vous avez des batteries à la place des hydrocarbures, vous consommez des métaux rares. Donc des métaux rares, vous mettez à mal aussi la planète et l'écosystème. Pareil pour les panneaux d'énergie renouvelable. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'énergie parfaite. Donc il y a des énergies plus propre parce que moins émettrice de CO2, certes, mais il n'y a pas d'énergie parfaite. Donc on sera toujours dans la transition de la transition. Et tout ça va prendre des décennies. Et je pense que le gaz a encore de l'avenir. D'autant qu'on peut progresser aussi sur la manière dont on produit le gaz. Moi, je distinguerai le gaz conventionné, le gaz, le GNL, effectivement, qui est un gaz refroidi pour être transporté non pas par pipeline, mais par bateau. Du gaz de schiste, par exemple, qui me semblait commettre des méfaits sérieux contre l'environnement. Mais encore une fois, je pense que l'Algérie est un leadership, là, à mon avis, dans les pays producteurs de gaz. Il faut garder ce leadership, il faut progresser sur le plan scientifique, de la recherche, toujours et encore. D'ailleurs, il y a un institut, je crois, qui va être inauguré de recherche en Algérie. Qui a été inauguré hier. Et il y a une déclaration d'Alger, à mon avis,
avis qui statuera sur, je dirais, un avenir prospère pour les pays gaziers. Il faut trouver des accords après entre producteurs de gaz et pays consommateurs, vous l'avez dit. Moi, je serais plus nuancé sur le gaz non conventionnel que vous appelez gaz de schiste. Pourquoi ? Parce que les États-Unis étaient importateurs de gaz naturel. On a été, donc l'Algérie a été l'un des plus grands fournisseurs du marché américain. On avait même des installations de regazéification sur la côte est des États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que le gaz non conventionnel, l'Algérie est le 3e pays au monde, elle a 22 000 milliards, 22 000 milliards de mètres cubes de réserve. Et aux États-Unis, donc, les technologies ont tellement évolué que le gaz américain, pour la plus grande partie, est du gaz de schiste et qui est commercialisé en Europe. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est propre. La fracturation, la fracturation cause des dégâts considérables. Il y a des technologies qui permettent... Vous savez que le gaz de schiste, c'est un gaz comme un autre. Donc, il y a le traitement des effluents liquides qu'il va falloir faire. Et que pour le moment, aux États-Unis, donc vous allez à Dallas, donc il y a du gaz de schiste qui est exploité au cœur même du Texas. C'est une catastrophe environnementale. Je ne me laisserai pas emporter, comme vous, sur la propagande américaine. C'est une catastrophe pour les nappes phréatiques. C'est une catastrophe. Je ne partage pas votre point de vue. La fracturation, c'est prouvé par de grands spécialistes de la cause environnementale. Alors, les États-Unis ne vont pas vous dire que c'est une catastrophe. Ils exportent pour les Européens. Et d'ailleurs, sur cette guerre ukraino-russe, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient faire du business avec leur gaz de schiste. Ils y sont parvenus. Donc, soyons pas dupes quand même. Il y a un État qui est l'Arkansas qui est complètement asséché à cause de cette expérience de gaz de schiste. Moi, je ne partage pas votre point de vue là-dessus. Je le dis cash. Non, mais c'est factuel. Vous allez pas parce qu'on ne partage pas que vous avez raison. Non, je vous le dis pourquoi. Parce que on ne peut pas faire passer à pertes et profits, une ressource naturelle qui est importante. Et pourquoi alors vous ne parlez pas de l'Australie ? L'Australie qui est un champion dans le champ. On peut en parler, j'ai aucun problème. Moi, c'est le gaz de schiste qui me pose problème, c'est pas les États-Unis en tant que tel. Mais ne vous trompez pas de cible. Il y a, si vous voulez, des risques. Dans toute industrie, il y a du risque. Le plus gros dommage qui a été fait dans le golfe du Mexique, c'est en essayant de forer, si vous voulez, du pétrole avec des techniques traditionnelles. Pour le gaz de schiste, les technologies ont évolué, le principe de précaution peut être mis en œuvre, mais dire comme ça, on déclasse, comme ça, on ne le fait pas, on laisse. Messieurs, s'il vous plaît, je voudrais qu'on revienne à présent au GECF, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on revienne au GECF. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, écoutez. Est-ce que vous pensez, Monsieur Mekidech, qu'il est possible aujourd'hui, en 2024, de renforcer le positionnement international de ce forum, donc du GECF, en tant que plateforme mondiale de dialogue énergétique ? Déjà, les prix ont repris de la vigueur depuis que ce forum a été annoncé et qui se tient. Les prix du gaz naturel. J'entends par là que les exportateurs, les producteurs et exportateurs potentiels de gaz naturel ont le droit de s'organiser pour pouvoir défendre collectivement leurs intérêts souverains qui sont leurs ressources propres. C'est le premier élément. Deuxième élément, mon continent, l'Afrique, doit être électrifié. Et vous pensez bien qu'il va être électrifié par le gaz naturel. Et ça, c'est un élément fondamental. Le troisième élément, c'est que par ailleurs, de l'autre côté, les pays importateurs s'organisent pour défendre leurs intérêts. Dernièrement, donc, l'Union européenne est devenue commerciale, donc elle a organisé donc, des achats groupés à hauteur de 11 milliards de mètres cubes pour pouvoir aller sur le marché en tant qu'acheteurs pour défendre leur position et avoir donc une pression à la baisse sur les prix du gaz naturel. De leur côté, il est tout à fait compréhensible que les producteurs et les exportateurs potentiels demain donc de gaz naturel s'organisent pour qu'il y ait un juste prix rémunérateur de l'industrie gazière qui est extrêmement capitalistique et qui demande donc des financements lourds. C'est pour ça que je milite pour ma part, à défaut d'obtenir mieux, d'avoir, si vous voulez, l'indexation du gaz naturel sur le pétrole, parce que le pétrole, l'OPEC, maîtrise, et d'un autre point de vue, qu'il y ait aussi, si vous voulez, la clause de take or pay qui fait que... Attendez, je termine, s'il vous plaît. Que la clause de take or pay qui fait obligation à vos clients, si vous voulez, de prendre ce que vous avez produit,
durant, donc sur le long terme, ce qui a permis à l'Algérie dans le passé d'avoir le financement de la BEI pour ses installations de GNL et ses installations de gazoducs transcontinentaux. Nariman. Il ne faut pas omettre aussi la conjoncture internationale dans laquelle on est. C'est une conjoncture qui est marquée par une crise énergétique, un stress énergétique sur le continent européen, notamment après la destruction des deux pipelines Nord Stream 1 et 2. Il y a le Turkish Stream qui continue quand même à livrer le gaz russe à l'Europe en attendant la finalisation du TAP en Azerbaïdjan. Il y a aussi l'Iran ou encore la zone Méditerranée orientale qui recèle aussi des réserves assez importantes. Tout ça sur fond de tensions géopolitiques, il ne faut pas oublier ça. Mais vous savez, mademoiselle, les tensions géopolitiques sont consubstantielles aux marchés énergétiques au sens large. Moi, je me rappelle, quand j'étais directeur général de l'entreprise nationale d'ingénierie pétrolier, première guerre du Golfe, donc les entreprises occidentales qui détenaient la technologie n'ont pas voulu venir. Sonatrach n'a pas pu obtenir, si vous voulez, que ces entreprises viennent, si vous voulez, faire les études d'engineering, de base de détail et des dossiers de procurement pour le gazoduc Maghreb-Europe qui partait vers l'Espagne. Et ça a été confié à notre entreprise à défaut d'obtenir, et on l'a réalisé dans les délais, parce qu'il y avait, si vous voulez, des tensions géopolitiques. La même chose pour l'indexation des prix du gaz. Vous savez que les prix du gaz étaient initialement indexés, tenez-vous bien, sur les prix des aciéries américaines de Pittsburgh et de la main-d'œuvre américaine. Pourquoi? Parce que ce qui était indexé, c'est uniquement l'unité de GNL et non pas le produit qu'elle exporte. Et puis ensuite, après des luttes qui ont été le fait de la Sonatrach et le fait notamment donc des autorités algériennes, on a pu obtenir une indexation sur les prix du fioul et puis ensuite sur les prix d'autres produits raffinés, et puis ensuite pour aboutir à une indexation sur le pétrole sur lesquels on pouvait peser par le biais de l'OPEC. Mais M. Mekidash, on peut se protéger contre les conflits. Par exemple, quand on négocie sur les prix du gaz, on peut prendre des assurances en disant on se met d'accord sur un prix fixe, quels que soient les événements qui peuvent traverser. Ça existe, ce système d'assurance. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrat à long terme. Voilà, à long terme. Avec la clause take or pay, c'est-à-dire que vous n'allez pas changer du jour au lendemain votre contrat parce que moi, j'ai pu financer donc ces installations avec les banques, avec le système bancaire, parce qu'ils vous demanderont donc d'avoir des garanties sur vos cash flows pour pouvoir protéger donc l'emprunt qu'il vous fait. Donc, Karim Zeribi, M. Mekidash évoquait justement les conflits qu'il y a dans le monde. Nariman aussi les a évoqués. Quel rôle pourrait jouer d'abord l'Algérie, puis le GECF aujourd'hui pour unifier ce monde dans cette conjoncture? Quand vous êtes une puissance énergétique, vous êtes un acteur, je dirais, du jeu géopolitique à l'échelle planétaire, donc indéniablement. Et notamment avec la démographie qui est galopante, on va avoir de plus en plus besoin, je dirais, d'énergie. Quand vous êtes un producteur de gaz, vous avez des cartes en main que d'autres n'ont pas. Et l'Algérie va en jouer certainement au cours des décennies à venir, comme elle sait le faire. Il faut moderniser les infrastructures, il faut investir dans la recherche, il faut aller chercher aussi les ressources qui sont identifiées et qui ne sont pas exploitées aujourd'hui. Je dirais qu'il y a un grand chantier qui s'ouvre, mais à mon avis, l'Algérie va être une des puissances leaders. Il y a l'Afrique à électrifier, mais quand vous avez l'Inde avec la démographie, quand vous avez les besoins chinois, je veux dire, en Europe, vous avez que la Norvège qui produit du gaz, donc aucun autre pays européen aujourd'hui n'est en capacité d'en produire. Donc moi, je considère que l'Algérie, à la fois sur le sud global et à la fois sur le continent occidental, elle est, j'allais dire, un peu la pièce maîtresse qui va pouvoir fournir en énergie gazière les deux continents. C'est une place prépondérante que l'Algérie a aujourd'hui. C'est pas un hasard si le sommet aussi se déroule à Alger avec une déclaration qui, me semble-t-il, sera forte. Depuis les années 60, l'Algérie est précurseur, vous le disiez tout à l'heure, Nouhed, depuis les années 60, dans des projets de grande ampleur qui ont été menés afin de valider ce secteur. On peut citer le contrat El Paso, mais c'est aussi un partenaire fiable qui est relié directement au continent européen et qui a aussi la capacité potentielle et l'ambition de livrer de l'électricité qui est prête à consommer, mais aussi
de l'hydrogène vert ou bleu. Oui, outre l'exportation de GNL, le pays est doté de 3 pipelines, il faut les citer, les Transmed Espagne et Italie, mais aussi le Transaérien Niger qui passe aussi par l'Algérie, qui est en cours de construction. Je vous pose la question, Monsieur Mekidesh, concernant ce pipeline transaérien. Où en sommes-nous aujourd'hui, concrètement? Moi, je pense qu'il y a la géopolitique et il y a l'économie des projets. C'est-à-dire, quelle que soit la géopolitique, si le projet ne tient pas la route sur le plan économique, c'est-à-dire qu'il n'a pas un taux de rentabilité, donc il ne se fera pas. Et manifestement, donc, le gazoduc donc, transsaharien dont vous parlez, la moitié de ces installations sont déjà existantes. Je pense dans mon pays, lorsqu'il arrivera, donc ce gaz arrivera au hub de Hasirmel, donc les installations existent pour pouvoir l'évacuer à travers, pour pouvoir l'évacuer en direction de l'Europe, à travers donc les gazoducs existants ou à construire. Donc ils sont dans le et ils ne traversent, si vous voulez, que 2 pays et il est utile surtout parce que comme ça a été dit tout à l'heure par mon collègue présent ici, le Nigeria du Nord a des problèmes a des problèmes de terrorisme parce qu'il n'a pas accès à l'énergie notamment. Il n'est pas électrifié. Donc ce tracé va permettre donc, de ramener du Nigeria du Sud vers le Nigeria du Nord de l'énergie, donc de l'électricité, donc du développement. Idem pour le Niger. Et donc tout ça, idem pour la partie aussi, pour les clients européens. Et il est sur le plan, si vous voulez, de son coût, de sa faisabilité technique et de son coût financier, il est manifestement de loin plus faisable que notre tracé dont on parle, qui traversera donc 13 pays avec des niveaux de réglementation divers et qui, à mon avis, coûtera beaucoup plus cher. Karim Zeribi, vous pensez que est-ce que l'enjeu de ce transsaharien est capital pour l'approvisionnement de l'Europe? Alors je pense que c'est un projet capital, oui. Bien sûr, et c'est ce type de projet qui va aussi placer l'Algérie comme un partenaire énergétique incontournable. Elle l'est déjà. Oui, mais elle est dans les 20 pays qui sont des puissances gazières, l'Algérie est 10e. Elle gagnera des places et elle consolidera sa place avec ces nouveaux projets. Vous avez un sens de la contradiction qui est assez prononcé. Vous aussi d'ailleurs. Non, moi je vous coupe pas. C'est ce qui fait de riches débats. C'est ce qui crée de riches débats. Tant mieux, messieurs. Je voudrais à présent parler de la stratégie à adopter. Je vous pose la question à vous deux. Quelle est la stratégie à adopter par les pays exportateurs de gaz pour maintenir des prix acceptables alors qu'il y a des conflits qui ravagent le monde aujourd'hui? Commence avec vous, M. Mekidesh, ensuite j'irai vers Karim Zeribi. Je vous ai cité donc 2 mécanismes. Il y aura peut-être d'autres mécanismes innovants que les experts donc, du forum vont devoir plancher à leur sujet. Le premier mécanisme, c'est les contrats à long terme. Il faut qu'il y ait pérennité des contrats à long terme avec la clause take or pay. Ça va pouvoir, si vous voulez, sécuriser et obtenir des financements de la communauté bancaire internationale. Ça, c'est un premier élément sans lequel ces investissements peuvent être différés ou ne pas être faits du tout. Le deuxième élément, c'est l'indexation. Alors, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que donc, il y a l'indexation sur le pétrole brut, à mon avis, il va falloir la maintenir à défaut d'obtenir mieux. Et même dans les pays, dans les grands marchés américains de gaz, si vous voulez, les dernières études financières ont indiqué que même avec, si vous voulez, les mouvements boursiers, que les tendances des mouvements boursiers de commercialisation du gaz naturel suivaient les cours du pétrole brut, donc étaient de fait indexés. C'est ça sur l'un des plus grands marchés du monde, qui est le marché américain. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit maintenu parce qu'il y a, si vous voulez, des pressions ou des stratégies de la part des pays qui sont des pays consommateurs pour, à l'inverse, faire baisser donc les prix du gaz naturel. On parle clairement de géopolitique du gaz et du pétrole. Il faut construire des ponts. Ni les pays exportateurs, ni les pays consommateurs n'ont intérêt à ce qu'il y ait des prix erratiques, comme ça a été le cas après le Covid, pendant le Covid, où les prix sont passés de quelques dollars le million BTU
à des dizaines à des prix à 2 chiffres, donc qui vous voulez, ne sécurise pas, si vous voulez, les investissements. Dans le prix du gaz, où est-ce que vous mettez le phénomène de spéculation? Pendant la crise de 2008, on a vu qu'il y avait une nette différence entre l'économie réelle et l'économie financière. On sait qu'il y a des moments de spéculation, on sait qu'il y a des lobbies gaziers. Ça affecte forcément le prix du gaz. Mais le facteur... Où est-ce que vous les mettez, le poids, le volume? Le facteur important, c'est l'offre et la demande. Hein. Donc, c'était essentiellement pendant le Covid, c'est le fait que les consommations, si vous voulez, de gaz naturel ont diminué sur le plan industriel, elles ont diminué donc et ce qui fait que ça crée, si vous voulez, des opportunités pour les spéculateurs dont vous parlez tout. Donc, et ça, il va falloir donc sécuriser parce que c'est une industrie qui est moins flexible que celle du pétrole. Et c'est pour ça donc qu'elle a cette caractéristique. Donc mais elle nécessite, si vous voulez, qu'il y ait, si vous voulez, des ponts de discussion et des deals à faire entre les pays exportateurs et les pays consommateurs. Karim Zeribi, en 2021, le monde a connu le premier choc gazier de l'histoire. Une crise, on le rappelle, causée par la forte reprise économique mondiale après la récession liée au Covid-19. Ensuite, il y a eu, à partir de mars 2022, le conflit en Ukraine. Les prix du gaz avaient augmenté de 600% selon certaines études. Vous pensez que l'on peut s'attendre à la même chose avec ce qui se passe à Gaza en ce moment? Je ne sais pas si ce qui se passe à Gaza va influer comme les précédentes crises que vous avez évoquées. En tout cas, je pense que c'est une économie régalienne, l'économie de l'énergie, qui doit rester dans le registre des États-nations et des blocs politiques qui doivent effectivement passer des alliances avec les 2 leviers qui ont été évoqués, donc les contrats de long terme et l'indexation, un peu comme le fait l'OPEP, avec le pétrole. Mais après, le risque de spéculation existe malgré tout. Il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, les grandes multinationales ont intérêt aussi à la dérégulation parfois du marché. Et profitant de ces crises, on a effectivement ces phénomènes qui risquent d'apparaître. Mais encore une fois, je pense que s'il y a des alliances solides et structurées et structurantes, donc on peut aller vers une forme de maîtrise, j'ai envie de dire, de ce risque et de ce phénomène. Donc c'est tout l'enjeu des pays qui se rencontrent aujourd'hui, qui sont les grandes puissances productrices de gaz, et effectivement les pays consommateurs qui doivent aussi prendre leur part en matière d'investissement. Donc ça, c'est une évidence. Alors l'entité sioniste devient un important acteur énergétique ces 15 dernières années, et peut-être qu'on n'a pas assez étudié le phénomène, mais on a découvert en 1999 une poche de gaz à 36 km de Raza. Est-ce que, peut-être, je pose la question, est-ce que les massacres qui se déroulent actuellement, c'est pas pour l'accaparement de l'entité sioniste sur cette poche de gaz qui devrait appartenir normalement aux Palestiniens selon le droit international? Et il se dit même que c'est à cause de ça que les États-Unis posent leur veto à chaque fois quand c'est le feu est demandé. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres sur le massacre actuel, mais il en fait partie, ce paramètre-là. Je veux dire, à l'évidence, il y a un paramètre messianique, donc le Grand Israël. Une fois qu'ils auront Gaza, ils iront au Liban, ils iront taper la Jordanie. Donc, on sait l'approche expansionniste folle, complètement criminelle, que certains ont à l'esprit. En même temps, on sait très bien que la guerre elle sauve la tête de Netanyahou, qui sera en prison si demain il y a un cessez-le-feu et s'il y a un changement de gouvernement. Et puis, de surcroît, il y a cet enjeu effectivement énergétique, de mon point de vue, sur lequel Israël et les États-Unis veulent mettre la main. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. L'entité sioniste s'exporte en Égypte, en Jordanie, c'est-à-dire qu'elle est en train l'entité sioniste chamboule complètement la géopolitique de la Méditerranée, enfin surtout orientale. Le Liban aussi est concerné. Bien sûr, et les alliances de toute manière qu'Israël essaie de passer avec d'autres pays du continent africain vont aussi dans le sens de cette stratégie, donc de mettre la main sur les ressources. Moustapha Mekdech, vous rejoignez un petit peu Karim Zeribi? Oui, moi je partage cette analyse, mais le fait c'est que donc il va falloir donc avoir une idée précise, si vous voulez, de la ressource. Donc les volumes en place, si vous voulez, les réserves que détiennent par exemple, lorsque l'accord a été passé entre le Liban et l'entité sioniste sur la délimitation des frontières maritimes
Et donc, ça a été fait. bassin de Donc, mais Carouge. lorsqu'il y a eu le premier puits, ils n'ont pas trouvé. Donc, il va falloir être sûr qu'il y ait des quantités suffisamment et des réserves suffisamment importantes pour induire de gros investissements. Ça, c'est le premier aspect sur lequel je voulais indiquer. Mais effectivement, c'est un élément du conflit. On les connaît, les réserves, à peu près, on a une fourchette? Je n'ai pas les informations précises là-dessus, mais elles doivent probablement. Mais en tout cas, les essais, donc les premiers essais qui ont été faits, n'ont pas donné de résultats. On dit que c'est les réserves les plus importantes du monde, hein. En Méditerranée, en tout cas. Je ne crois pas trop. Je crois pas trop. Il y a un effet d'annonce qu'il va falloir vérifier. Moustapha Mais Mekidesh. sur l'autre aspect, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est plus de 100 millions d'habitants. Oui. Ils ont besoin de gaz naturel. Donc, il va falloir qu'ils aient cette ressource. Donc, et pour eux, c'est un enjeu existentiel. Dans le cas de l'Algérie, par exemple, sur les un peu plus de 100 milliards de mètres cubes qu'on produit, donc 110 peut-être ou 105, donc la moitié va à l'exportation et l'autre moitié, elle est consommée pour nos besoins à la fois résidentiels et également nos besoins industriels, et qui vont encore se développer davantage avec donc la réindustrialisation rapide qu'entame le pays actuellement. Qu'est-ce que vous pensez du modèle norvégien? C'est-à-dire que les réserves de gaz, on les met dans un fonds souverain pour les futures générations, on ne les touche pas. Et est-ce qu'on devrait s'inspirer de ce type de modèle, par exemple? Parce qu'ils ont une économie qui a... Oui, les fonds souverains, moi j'étais pour depuis déjà, il y a une décennie où le débat avait été ouvert et très vite fermé, parce que pour des raisons que j'ignore. Mais ce que je veux dire, c'est que la Norvège continue effectivement d'exploiter ses ressources pétrolières et gazières, mais en même temps, donc, elle utilise les financements, si vous voulez, ou la rente obtenue par le biais, si vous voulez, d'un fonds souverain pour pouvoir développer à la fois ces énergies renouvelables et développer d'autres ressources. Et c'est le cas de l'Algérie, d'ailleurs, parce que qu'est-ce qui va financer les énergies renouvelables en Algérie? Parce qu'il faut financer. Ça va être le pétrole et le gaz. Essentiellement. C'est plus facile de faire la politique de la Norvège quand vous avez 7 millions d'habitants que quand vous en avez 45 aussi. Donc il ne faut pas non plus l'oublier. Je veux dire, vous devez répondre quand même à une demande énergétique intérieure qui est considérable. On reste avec vous, Karim Zeribi. L'Algérie a réussi le pari d'être un fournisseur de gaz incontournable pour l'Europe, on le disait tout à l'heure, et compte renforcer ses capacités de production et cibler d'autres clients dans le monde. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est sur la bonne voie? Est-ce que la stratégie de développement des ressources énergétiques de l'Algérie, notamment du gaz, est à encourager aujourd'hui? De mon point de vue, c'est une bonne stratégie que l'Algérie adopte. Et d'ailleurs, je pense que de ce point de vue, elle est regardée de près par les autres puissances énergétiques. Elle est prise aussi comme une référence et comme un exemple, l'Algérie en la matière, avec des spécialistes, des experts de haut niveau. Et je crois que l'Algérie se positionne comme un pays leader en la matière. Moi, je dis que cette puissance énergétique que l'Algérie représente et incarne, la pose indéniablement un leadership du continent africain. Et il faut qu'on use encore plus de cette option-là, de cette possibilité-là, avec le projet d'électrification de l'Afrique. Je pense que ça passera effectivement par l'Algérie. Moustapha Mekidesh, j'ai une dernière question pour vous. Ensuite, vous pourrez nous donner votre avis par rapport à ce que vient de dire M. Zeribi. Le GECF prévoit une augmentation de la consommation du gaz à hauteur de 36% d'ici 2050. Vous pensez que c'est faisable? Mais c'est les trends qui sont étudiés par les agences internationales, par l'AIE, l'agence internationale ou bien d'autres, ou le Conseil mondial de l'énergie. Donc, c'est-à-dire, c'est pas des vues de l'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que le gaz naturel doit rentrer dans le mix énergétique comme un élément de la transition, au même titre que les autres. Sachant qu'il n'est pas en contradiction avec les autres énergies renouvelables. Au contraire, donc il générera des ressources qui vont permettre de développer, pour le cas de mon pays en tout cas, l'électrosolaire à partir du photovoltaïque. Et ça, c'est des projets qui vont demander, si vous voulez, du temps, mais qui vont se mettre en place pour avoir l'ensemble, si vous voulez, de l'environnement, des acteurs institutionnels et de l'ensemble des chaînes de distribution nécessaires, des circuits de distribution nécessaires du point de vue électrique. Ça, c'est un point qui est important. Je voulais revenir juste pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que Sonatrach, elle a 30 milliards de dollars d'investissement. Donc, elle vraiment, donc, l'effort qui a été fait, notamment
la mise en production donc, dans le sud-ouest algérien, à Tindouf, du côté de Tindouf, de capacités supplémentaires de gaz naturel à produire et à mettre sur le marché. Donc, elle est en train donc d'aller dans tous les sens pour pouvoir, dans tous, si vous voulez, les périmètres où il y a des possibilités d'obtenir encore du gaz naturel, de développer les gisements. Je ne parle pas de Hassirmel ou d'Ain Salah ou de Tinguentourine. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons aussi besoin du gaz non conventionnel. Et je pense qu'on devrait y aller. Très bien, très bien. Et c'est là notre désaccord. Et on va finir sur ce désaccord, messieurs. Merci. Pour protéger notre belle Algérie. Merci à vous pour ce débat très riche. Merci, Mostafa Mekidesh, d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. Restez avec nous. Matter Holding. Strategic Investments. Vous regardez la grande émission, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Place tout de suite à la séquence média. Et la séquence média, c'est avec vous, Nariman, une séquence média consacrée ce soir au sport. Et Salah Faisal, notre spécialiste maison, nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Faisal. Bonsoir Noël. Merci d'être avec nous. On commence, Nariman, avec cet exploit pour l'Algérie en Coupe du Monde de gymnastique. Elle s'appelle Kéliane Mour, elle a 17 ans, elle a remporté la médaille d'or du concours des barres asymétriques de la Coupe du Monde 2024 de gymnastique qui s'est déroulée en Allemagne. Un sacre historique qui lui a valu les félicitations du président Abdelmajid Tebboune. Il a exprimé dans un message publié sur les réseaux sociaux sa fierté et son soutien à la jeune gymnaste. Elle nous a d'ailleurs adressé un message exclusif exprimant sa joie après son succès. Regardez. Bonjour à l'équipe et au public de la grande émission. Alors j'aimerais revenir sur la médaille du coup que j'ai fait au bar à Cottbus. Donc là pour l'instant du coup j'ai fait une Coupe du Monde et il me reste 2 pour préparer du coup bien les Jeux Olympiques. Et je suis vraiment super contente d'avoir pu gagner cette médaille d'or au bar. J'ai fait 2 beaux mouvements réussis donc aux qualifications et à la finale avec une note juste magnifique, extraordinaire de 15.433. Mon record personnel, donc je suis vraiment super contente et j'espère vraiment pouvoir refaire encore des barres comme ça à d'autres compétitions. Et du coup les Coupes du Monde ça me sert vraiment à bien me préparer pour les Jeux Olympiques. Et voilà, je suis super contente et voilà. Faisal Salah, vous avez eu l'occasion de rencontrer Kélia et vous avez réalisé un reportage sur son quotidien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette athlète prometteuse qui représente aujourd'hui l'espoir de la gymnastique africaine ? Ce qu'on peut dire, et sans risque de se tromper, c'est que Kélia est la star montante, la star qui brille dans le monde de la gymnastique. D'ailleurs, on parle de sa médaille au championnat du monde en Belgique, à Anvers, la médaille d'argent, la première. Elle a écrit l'histoire, la première algérienne, la première africaine, la première arabe, c'était au bar asymétrique. Et aussi l'exercice de Mour qui rentre dans le code de la gymnastique, donc elle marque son empreinte. Déjà ça. Et après, il y a la continuité. Ce qui est bien, la continuité, c'est l'étape de la Coupe du Monde en Allemagne. Et cette médaille d'or, la première aussi. Et cette médaille, toujours au bar asymétrique. Mais aussi, elle a progressé. Sa prestation a aussi, on va dire, elle a fait une belle prestation parce qu'elle a fait un record, c'est ce qu'elle vient de dire. Et surtout, dans les autres agrès, quand on parle du sol, elle était 6e. Et sur la poutre, elle était 4e. Donc elle est en train de progresser. Au championnat du monde, elle a terminé 8e dans, on va dire, le total. Et là, on pense qu'elle est médaillable pour les Jeux Olympiques qui arrivent à Paris, surtout au bar asymétrique. Je pense qu'elle est
peut-être pas la meilleure, il y aura de la concurrence, mais elle est favorite, elle est déjà favorite. Et quand on parle du quotidien de Kélia, en fait, ces résultats, c'est le fruit d'un travail acharné. Quand j'étais à Vannes-Beaumont, là, dans le club où Kélia s'entraîne, imagine, à 7h30 du matin, elle est déjà à la salle, elle s'entraîne jusqu'à 11h, c'est la première séance, et puis de 15h30, 15h, jusqu'à 20h, 21h. Et c'est on un est peu loin de la vie d'une adolescente banale. En fait, elle n'a pas une adolescente banale, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans le reportage. Elle dit j'ai pas la même vie que les autres adolescentes. Elle sait très bien parce que aussi, il faut le dire, il faut souligner que la carrière de la gymnaste, elle n'est pas aussi longue. Ça veut dire qu'il n'y a pas une durée de 10 ans ou 15 ans. Donc, à partir de 16 ans, 17 ans, elle pourrait terminer 24 ans, 26 ans. Maintenant, avec le développement de la médecine du sport, on peut aller jusqu'à 28, 30. Et il faut souligner ça aussi, que Kélia, elle prend soin d'elle sur son système. Elle est super organisée. Donc, elle fait très attention pour arriver à 28 ans, 29 ans, pour encore concourir pour l'Algérie. Faisal, des pépites comme Kélia, il y en a plein en Algérie. Ils sont plusieurs à avoir composté leur billet pour les JO de Paris 2024. Dans quelle atmosphère se déroulent les préparations à la compétition de ces sportifs d'élite? Et combien sont-ils d'ailleurs? On va terminer avec combien sont-ils. Pour le moment, on a 18 athlètes qualifiés officiellement pour les Jeux Olympiques. Kélia Moore qui est en train de préparer les Jeux, l'atmosphère, elle est en train de faire des étapes de Coupe du Monde. D'ailleurs, son départ est prévu pour mardi pour l'Azerbaïdjan pour disputer la Coupe du Monde de la gymnastique à Bakou. Donc ça, déjà, ça par rapport à Kélia Moore. On a d'autres athlètes, on a Jamel Sidjati et aussi Slimane Moula qui est en train de préparer en Afrique du Sud, chacun avec son entraîneur. Ça, c'est pour l'athlétisme, Ça, c'est pour l'athlétisme. Et on a aussi Yasser Triki qui est qualifié. Donc Yasser Triki qui en ce moment joue le championnat du monde, on appelle ça indoor en salle, et c'est à Glasgow. Donc, quelle discipline précisément ces trois athlètes alors c'est jump. Pour Sidjati et pour Slimane Moula, c'est le 800 mètres. Donc ils sont favoris, on va dire, parce qu'ils ont les meilleures performances aussi de l'année. Ils sont dans le top 5, top 6. D'ailleurs, dans la dernière championnat du monde, ils étaient 5-6e. Et pour le moment, je pense que ces deux-là, ils peuvent nous ramener une des médailles à cette épreuve. Et on a aussi, sur le jump, on a aussi le triple jump et le jump. On a Yasser Triki qui réalise des belles performances et qui joue en ce moment au championnat du monde à Glasgow, comme j'ai dit, indoor, c'est-à-dire en salle. Et on a peu de médaillés en salle, au championnat du monde. Et d'habitude, il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui participent à ce genre de championnat du monde. On préfère toujours soit championnat du monde d'athlétisme ou les Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, Yasser Triki, il est en train de réaliser des belles performances. Il est en train de se préparer. Et pour la boxe, on a 5 boxeurs qui sont qualifiés aux Jeux Olympiques. Iman Khelif, la prometteuse, on va dire, celle qu'on espère qu'elle nous ramène l'or à partir en Jeux Olympiques. Elle est en train de préparer ces Jeux en Italie. On a aussi d'autres athlètes qui essayent on a Sida Ali Boudina qui est qualifié en aviron. Et on a d'autres athlètes qui sont en train de chercher leur... Les sont aussi un terrain politique. C'est une sorte de miroir de la situation géopolitique sur plusieurs événements majeurs se sont déroulés en plein JO. On peut citer les JO de Los Angeles, ceux de Moscou aussi dans les années 80, mais aussi Tokyo. C'était en 2020, je crois. Le sport olympique ont-ils une importance stratégique lorsqu'il s'agit de diplomatie, selon vous, Karim Zeribi? Je pense que le sport en général, les Jeux Olympiques à l'évidence, mais le sport en général, tout ce qui est Coupe du Monde de football, tout ce qui est Coupe du Monde dans certaines disciplines aujourd'hui qui ont un retentissement assez exceptionnel, les grands tournois de tennis dans le circuit ATP. Je pense que le sport est à la fois un levier économique, un levier, je dirais, d'éducation pour une nation qui s'élève dans le sport, c'est une nation qui est plus saine, qui est en matière de santé, en matière de, je dirais même de combativité dans la vie. On dit souvent que le sport c'est l'école de la vie par excellence, le respect des règles, l'hygiène, la persévérance, la remise en question quotidienne. Cela a été dit par notre expert Kélia, elle n'obtient pas des résultats par hasard. Kélia, elle fournit un travail
qui est titanesque au quotidien. Donc elle n'a pas de vie, comme tous les jeunes sportifs de haut niveau. C'est un véritable sacrifice ils n'ont qu'elle pas de fait. vie. Je veux dire, ils n'ont pas d'adolescence, ils n'ont pas de jeunesse. Ils sont dans leur passion matin, midi et soir. Ils en rêvent la nuit et ils sont tous les jours à la salle. Et c'est un levier de soft power, évidemment, sur le plan diplomatique. Et aujourd'hui, de plus en plus de nations investissent massivement. On a vu le Qatar, on voit l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030. Donc, ils se positionnent parce qu'ils savent très bien l'enjeu que ça aura en termes de rayonnement. Par rapport à ce que disait notre expert, je ne sais pas si on imagine la puissance de feu que l'Algérie a avec cette jeunesse. Je veux dire, cette jeunesse qui ne demande qu'à s'engager, qu'à s'investir pour faire rayonner et briller les couleurs algériennes. C'est important pour la promotion de l'Algérie. Fondamental. Il faut investir massivement dans les infrastructures sportives, dans la formation des coachs, des éducateurs, des encadrants, donc dans le sport à l'école. Il y a des pays qui l'ont fait. Donc c'est à la fois, je dirais, important d'investir dans le sport de masse, donc le sport pour tous, mais aussi d'avoir, je dirais, des élites sportives qui soient bien encadrées, bichonnées, avec des infrastructures dignes de ce nom, ultra-modernes. Et l'Algérie brillera aussi par ces Algériens-là. La diaspora a fourni énormément de vedettes, de stars, de gens qui ont fait rayonner. Donc Kélia fait partie de la diaspora. Je veux dire, après, ce qui est intéressant, c'est que la diaspora, parfois, jusqu'à il y a encore pas si longtemps, choisissait le pays soit de naissance, soit de résidence. On passe à Zidane, on passe à Benzema. De plus en plus, moi j'ai le sentiment que la diaspora choisira l'Algérie, surtout si la nation algérienne investit dans les infrastructures et est prête à briller, à rayonner à l'échelle de la planète. Mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, le gouvernement algérien et les instances aussi en sport, on est en train de présenter un projet sportif. Et c'est ça l'importance. Quand on présente un athlète ou un sportif de haut niveau à un projet sportif, il va choisir certainement après le choix du cœur, même si les deux choix se valent, on va dire, d'autre côté. Aujourd'hui, par rapport à Kélia, l'Algérie a ouvert la porte à Kélia, mais il n'y a pas que Kélia. Aujourd'hui, on parle de Gouiri, par exemple, le cas de Gouiri qui a choisi l'Algérie alors qu'il aurait pu jouer en équipe de France ou ailleurs. Il y a aussi il y a Ismaïl Benasser, il y a plein de joueurs qui ont choisi l'Algérie par le choix de cœur parce qu'il y a un projet sportif. Et quand il y a le projet sportif, le résultat, certainement, on l'aura, peut-être pas rapidement, mais le résultat, il sera d'ici 2, 3 ans, 4 ans. Par exemple, si on parle du football, l'Algérie, elle était championne d'Afrique en 2019. Et c'est aussi grâce à Ismaïl Benasser qui était élu meilleur joueur du tournoi. Il y avait des joueurs qui ont choisi l'Algérie parce que le projet sportif, il est là, mais aussi il y a le choix du cœur. Par rapport à l'athlétisme, si on veut parler d'athlétisme, la naissance de l'athlétisme, elle était purement, on va dire, locale. Parce que si on parle de Nordin Morsli, de Hassib Aboul Marqa, ça veut dire que dans l'athlétisme, dans ces sports, on a de l'héritage. Aujourd'hui, vous aurez du mal à me présenter un athlète qui égale Nordin Morsli. Nordin Morsli, il a tout fait. Nordin Morsli était champion du monde, champion olympique, en salle, il a tout fait. Donc Nordin, par exemple, Nordin Morsli, c'est l'icône. Il détient, à ce jour-là, le record des Jeux méditerranéens. Donc quand on est athlète d'une certaine discipline, et on a l'héritage, ça veut dire que, par exemple, si je joue, moi, le 1500 mètres, directement, quand je vois et je fais la comparaison, j'aurai des champions. J'aurai Toufir Makhloufi, j'aurai Nordin Morsli. Il y a Benida Merrah, Noria, d'ailleurs, qu'elle est en train de suivre Sidjati avec son mari Ammar, qu'on le salue. Il y a Hassib Aboul Marqa. Donc, on a de l'héritage. Maintenant, il faut du travail, il faut un projet sportif, il faut être sérieux. Mais regardez la diaspora, elle a fourni Mehdi Bala, qui avait choisi la France à l'époque, Mahedine Mekissi, qui a remporté aussi des médailles. Demain, ces sportifs-là, si les infrastructures sont au rendez-vous, s'il y a effectivement un investissement massif de la nation sur cette jeunesse, sur le sport, ils choisiront effectivement
en plus du cœur, vous l'avez dit, donc la qualité des infrastructures et l'encadrement, les fédérations structurées, tout ça, c'est un chemin qui est en train d'être pris et c'est bien, c'est important pour la nation algérienne. Et en matière de soft power, l'Algérie aura aussi cette carte qu'elle pourra abattre pour faire rayonner la marque des aides. Et c'est fondamental. Et aujourd'hui, pardon Faisal, on reste sur les JO de Paris. En vue de la conjoncture internationale dans laquelle nous sommes, une conjoncture de conflit, etc., est-ce que vous pensez que le Comité international olympique va sanctionner l'entité sioniste comme il a décidé de le faire avec la Russie en juin ? Et ce serait tout à fait normal qu'on ne soit pas dans le deux poids deux mesures, comme on le dit depuis plusieurs semaines, et en mettant au même niveau le traitement qui a été infligé aux athlètes russes, aux athlètes israéliens. Mais vous y croyez, Karim Zeribi? Vous pensez vraiment qu'ils vont prendre cette décision de sanctionner les athlètes Moi, je pense qu'ils vont prendre cette décision sous la pression aujourd'hui des nations qui participent aux JO et qui de plus en plus donnent de la voix pour que le traitement soit à l'identique. Oui, bien sûr. Oui. Certains disent qu'il ne faut pas qu'ils viennent sous la bannière israélienne, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et ce serait que normal. Je dirais encore une fois, ce deux poids deux mesures, cette forme de traitement à géométrie variable, il est insupportable. Les textes des Jeux Olympiques mettent l'accent sur les pays qui prônent la paix, la réconciliation, et donc normalement, ça serait tout à fait logique. Pas sur ce schéma-là. C'est la promesse, normalement. C'est l'esprit de Coubertin. C'est l'esprit de Coubertin, comme vous dites. Ça reste un esprit. Ça reste un esprit. Alors, Salah Faisal, je voudrais vous poser une question avant de passer à la dernière information de Nariman. Vous évoquiez tout à l'heure les athlètes, donc vous avez parlé de la boxe, vous avez parlé de l'athlétisme, mais qu'en est-il de la natation? Est-ce qu'on a des chances de médailles en natation? Honnêtement, pour dire qu'on n'a pas des chances, on ne va pas le dire, mais on est un peu loin. À ce moment-là, il n'y a aucun nageur qui est qualifié pour les Jeux Olympiques, parce que le minima, on est donc ni Jawad Seyoud, ni Iman Melih, ni personne. On essaye de jouer, il y a des dates pour avoir ce minima, mais pour le moment, on ne l'a pas, malheureusement. Peut-être revenir sur le sport de combat un instant. Oui. Les Algériens sont très forts dans le sport de combat. Oui. Et encore une fois, ma référence, pardonnez-moi, c'est quand même les champions qu'on a eus dans la diaspora. Donc, et on en a eu de toutes les générations. Toutes les générations ont fourni des grands boxeurs. Donc, moi, j'ai bien connu la famille Tafer, Hakim Tafer, donc champion d'Europe, vice-champion du monde. Donc, on a eu Boudouani. Donc, on en a en permanence. Donc, on a eu Djamel Bourras, qui a remporté une médaille aux Jeux Olympiques, qui est aujourd'hui. Karim Zeribi, là, vous citez que les hommes, mais moi, je voudrais qu'on parle justement de ces femmes qui je cite que les hommes, parce que pour l'instant, c'est eux qui ont remporté des victoires. J'ai eu la chance pendant les Jeux méditerranéens de voir, d'assister à un combat d'Iman Khalif et d'un autre de Romaïssa Boualem. Et je peux vous dire qu'elles étaient là et qu'elles avaient la niaque, qu'elles avaient cette envie de gagner. Et on voyait à la fin du combat la fierté en arborant le drapeau algérien. Et en tout cas, personnellement, je leur souhaite vraiment de réussir lors de ces JO de Paris. Salah Faisal, elles ont des chances, ces deux-là, Romaïssa Boualem et Iman Khalif. Indiscutable. Iman Khalif, la dernière fois, le championnat du monde, on a vu, c'était un accident, on va dire, un problème médical. C'est à cause de ça qu'elle a perdu, on va dire, la médaille d'or. Mais Iman Khalif, franchement, je pense qu'elle est supérieure que les autres. Et je la vois bien championne olympique. On parlait de la boxe. Il y a aussi une médaille d'or pour l'Algérie dans la boxe. On parle de Soltani. Donc, je pense aujourd'hui que l'Algérie est dans le bon chemin dans le sport, afin de développer, afin de ramener des médailles, afin aussi de rendre ça comme une culture. Parce que ça, ce qui est très important. Aujourd'hui, on ne parle pas que du foot en Algérie. Aujourd'hui, on parle de du gymnastique, on parle du handball, l'équipe algérienne qui va aussi chercher son billet. On ne parlait pas de handball, l'équipe algérienne qui était partie jusqu'à la finale en Égypte, et elle a perdu la finale face à l'Égypte. Et là, elle joue un petit tournoi comme ça pour essayer de chercher ce billet pour les Jeux Olympiques. Elle jouera au mois de mars, donc elle jouera face à l'Allemagne, si je me trompe bien, je ne me trompe pas, à la Croatie, et aussi l'Allemagne, la Croatie
et l'Autriche. Très bien. Ce que vous disiez, très bien. Nouhad, sur les femmes, je Oui. suis entièrement d'accord avec vous, d'autant plus qu'on parlait de soft power et Exactement. d'image à l'échelle internationale. Exactement. Donc ça donne une image effectivement très puissante de l'Algérie quand on voit les femmes algériennes porter haut les couleurs de l'Algérie bien. et remporter des médailles. J'ai juste une question, excusez-moi pour ma gouverne, ceux qui nous écoutent peut-être de l'autre côté de la Méditerranée se la posent. Combien d'heures de sport par semaine donc, au sein de l'éducation nationale en Algérie? Alors, 2 ça heures. dépend des niveaux déjà. École élémentaire et collège. Alors, moi, je vais raconter Non, un à petit l'école. peu- À l'école. À l'école. 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Moi, on était Par semaine. 2 heures par semaine, oui. Ah, et je pense que là, il y aurait peut-être effectivement un effort à faire Oui. pour accroître le nombre d'heures de sport. Parce que c'est aussi par là, par l'initiation. Il y a aussi des classes sportives, à c'est l'école. des lycées sportifs, Oui. des lycées spécialisés. sportifs, des classes Ça, c'est sportives. déjà pour ceux qui ont trouvé leur voie. Mais pour générer des vocations, c'est bien peut-être d'avoir un peu plus d'heures de sport à l'école. Je vais rajouter une petite information. Très rapidement, Faisal, comme ça on passe à la dernière Par exemple, info. il y a le tournoi du football, ça veut dire que l'école, d'abord, elle choisit, elle sélectionne les meilleurs joueurs de l'école. talents, Et on joue un tournoi d'abord sur leur wilaya, et après inter-wilaya, jusqu'au niveau national. Et ils peuvent aussi jouer championnat d'Afrique et puis ensuite. Football, toujours Très encore. bien. Il y Le a foot, d'autres justement, on en parle. Karim Zeribi, Nariman, c'est officiel. Le Suisse bosnien Vladimir Petkovic est le nouveau sélectionneur des Verts. Il succède à Jamel Belmadi. Oui, ancien sélectionneur de la Suisse, le coach de 60 ans qui a entraîné plusieurs écuries helvètes ainsi que turques, italiennes avec le Lazio de Rome et françaises avec Bordeaux, aura pour mission de mener les Fennecs à la CAN 2025 ainsi qu'à la Coupe du Monde 2026. Vladimir Petkovic est censé tenir d'ailleurs lundi une conférence de presse. Faisal, à quoi peut-on s'attendre avec lui? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, Vladimir Petkovic, c'est un sélectionneur, un entraîneur qui est assez connu. Il a été en Suisse pendant 7 ans. C'est énorme de tenir 7 ans dans une sélection. Il a joué l'Euro, il a joué la Coupe du Monde, 8e de finale, quart de finaliste de l'Euro 2020, si je ne me trompe pas. Avec Lazio de Rome, il a gagné le titre en 2012-2013. La Coupe d'Italie. La Coupe d'Italie. Et quand on parle des joueurs qu'il a entraînés, parce que il faut dire, dans un vestiaire, il faut tenir ce vestiaire, il faut aussi diriger ce vestiaire. Et quand on parle des noms, quand on parle de la Suisse, il a entraîné Samer, qui est actuellement le gardien de l'Inter de Milan. Il a entraîné aussi Xhaka, qui était l'ex d'Arsenal. Il a entraîné Shaqiri, qui a joué à Liverpool. Et à Lazio de Rome, il y avait Klose, le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2002, si on se rappelle bien, le Klose qui était magnifique avec ses coups de tête. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, que Vladimir Petkovic n'a pas entraîné en Afrique, n'a pas entraîné en dehors de l'Europe, et c'est très important. Ça veut dire qu'il n'a pas de l'expérience en Afrique. Mais en même temps, sa dernière expérience avec Bordeaux, c'était pas une réussite, ça aussi, mais il a de l'expérience. Karim Zeribi, une nouvelle étape pour la sélection algérienne? Il fallait clore le cycle précédent, même s'ils nous ont fait rêver en 2019, on a eu quand même 2-3 déceptions très fortes après. Il fallait fermer ce cycle et ouvrir un nouveau chapitre. Il y a un nouveau coach qui arrive. Moi, je veux avoir un a priori positif. Parce que je pense que c'est autour des joueurs aussi que sur le rectangle vert les choses se passent. On aurait pu prendre un coach plus connu, plus imposant. Je sais pas. C'est entre lui et le sélectionneur du Nigeria, José Peseiro. Oui, il y avait plusieurs noms. Il y avait même le retour potentiel de Vaïd. Il y avait aussi Majid Bouguera. Il y avait d'autres noms. Mais encore une fois, je pense qu'il faut juger les gens sur pièce. Donc, il n'a pas un palmarès extraordinaire, mais il peut demain avoir un palmarès extraordinaire avec l'équipe nationale algérienne. Donc, le football, ce n'est pas une science exacte. Donc, vous pouvez prendre un entraîneur très connu, peut-être qu'il ne va pas arriver à poser sa patte, il ne va pas créer un groupe, c'est un sport collectif qui doit faire aussi avec des individualités très fortes. Moi, j'espère qu'il va créer un groupe homogène avec un style de jeu offensif à l'algérienne qui va nous permettre de remporter des matchs très rapidement et notamment le prochain qui est... le prochain. Match amical. Le prochain, c'est pour la qualification Coupe du Monde ou pour. Le prochain match, c'est le 22 mars, c'est le tournoi qui est organisé en Algérie, ce qu'on appelle série FIFA. Et ça sera face à qui? Alors, on a la Bolivie qui participe, l'Afrique du Sud et l'Andorre. Alors, je vais revenir juste. Très rapidement, Faisal, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Écoute, Vladimir Petkovic, peut-être que c'est pas le meilleur, mais aussi c'est pas le mauvais, parce qu'il n'a pas fait une grosse carrière, mais il était en Suisse.
à la sélection suisse. Quand on voit l'Europe, il y a l'Angleterre, l'Allemagne, la France, il y a toutes ces équipes, l'Italie, l'Espagne, et la Russie à se qualifier à l'Euro 2 fois, je pense, et aussi à se qualifier en Coupe du Monde et arriver en 8e de finale, avec l'effectif qu'il avait. Donc il avait juste 3-4 stars maximum. Aujourd'hui en Algérie, je pense qu'il a un effectif plus riche que celui qu'il avait en Suisse. Bordeaux, on a vu même après son départ, ils n'étaient pas aussi performants. Donc... Très bien, merci Salah Faisal. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous en cette deuxième partie d'émission. Donc merci à vous également Karim Zeribi d'avoir fait le déplacement ce vendredi. Merci à mes chroniqueurs, très bonne soirée. Ce programme vous a été présenté par la NEP. Ce programme vous a été présenté par Air Algérie. Matter Holding. Strategic Investments. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme.